Ok. Et donc le travail qui a été fait au départ là, de 2018, 2019, 2020 pour essayer de repenser l'omnicanalité, parce que c'est de ça dont on parle, de repenser l'expérience utilisateur et aussi la puissance de la tech. Est-ce qu'il y a une stratégie omnicanale ADO, où finalement il y a autant de stratégies omnicanales qu'il y a de marques dans le portefeuille? Je dirais qu'il y a autant de stratégies omnicanales qu'il y a de personas clients. Ok. Et très bien. Donc aujourd'hui, on a 2 personas clientes vraiment distinctes. B2B, B2C. Ouais, l'artisan ou le particulier. Okay. Tu es particulier, c'est très simple. Tu es particulier, tu achètes une maison, tu vas faire 1 fois, 2 fois des travaux dans ta maison, je veux dire des travaux d'ampleur, de rénovation importante. Un artisan, il passe tous les jours. Avec son camion en plus. Voilà, quand il a fait... donc toi, tu vas aller chez Leroy Merlin de manière très concentrée dans ta vie. L'année après l'acquisition de ta maison ou dans l'année d'acquisition de ta maison, tu vas faire énormément de travaux et tu vas passer tous tes samedis chez Leroy Merlin. Puis après, tu vas peut-être y retourner beaucoup moins, quoi, quelque part, parce qu'il y aura moins besoin de travaux. Peut-être une chambre d'enfant, peut-être un atelier ou des choses comme ça, mais c'est beaucoup moins intense que la première année. Un artisan, il passe de chantier en chantier. S'il est plombier, il fait de la plomberie toute la journée. Il repasse tous les jours chercher des tuyaux, des raccords. C'est pas du tout la même expérience. Donc il attend pas la même chose. Il attend pas de conseils. Il sait très bien ce qu'il achète même. Donc il attend de la dispo. Un particulier, il attend du conseil parce que c'est complexe. On a peur de faire une connerie dans sa maison. On a peur de se tromper. Donc c'est pas du tout la même approche. Et une relation à une marque, omnicanal ou pas, elle commence online et dans le monde de la maison, elle se finit très souvent en magasin. Donc l'omnicanalité, elle est obligatoire, mais très différente pour ces 2 personas. Ok, 2 gros personas. Et une stratégie omnicanale de cette ampleur-là, ça consiste à rédiger dans un document et décomposer en fait chacun des aspects, à savoir le stockage, le paiement, la distrib, le service. Enfin, j'imagine tous les process métiers, on les décompose et on voit, on dessine pour chacun de ces sous-aspects une vision qu'on aimerait mettre en œuvre et on voit si elle est B2C ou B2B ou les deux à peu près. Oui, on fait ça. Alors après, on fait pas ça tout seul. Hein. Chaque métier est impliqué, chaque marque est impliquée. Tout le monde est impliqué. C'est pour ça que ces plateformes, elles sont construites parce que c'est pas, il y a personne d'omniscient sur tout ça dans notre boîte. On échange beaucoup, on partage, on expérimente. On imaginait, par exemple, qu'il y a des choses qui pouvaient être différentes d'une personne à l'autre et finalement, le meilleur des 2 peut s'appliquer. Je vais prendre un exemple. Un pro, c'est très 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 exigeant sur les dates de délivrance des produits. Parce que s'il doit commencer son chantier... il n'a pas le matos qui est là. Enfin, il n'a pas le matos qui est là, il n'est pas content. Mais en fait, un client, si tu lui donnes ce niveau de service, il ne sera pas mécontent. Ouais. Je veux dire, si on peut le garantir une livraison à l'heure près, on sera tous contents aussi en tant que client. Donc travailler le B2B nous fait monter l'exigence. Je sais pas, il peut y avoir des exemples dans l'autre sens sur la clarté d'une interface. C'est pas parce que t'es pro et que tu reviens souvent que tu peux pas avoir une interface claire, rapide, ce qu'on a tendance plutôt à penser de base pour un particulier. Parce qu'on est supposé plus papillonner entre les sites web plus facilement. C'est pareil pour les pros, il a le droit d'avoir une bonne expérience. Donc au final, tu peux retrouver et augmenter le niveau de tout le monde en fait en réfléchissant. Tirer un peu tout le monde vers le haut en fonction en prenant le meilleur des 2 mondes. Quoi. Exactement. Et il y a des éléments qui sont un peu intrinsèques à votre business ou à votre orga qui font que ce projet était difficile. Ouais, alors en fait, ce qui est un peu difficile, mais c'est la force de notre groupe. Alors faut l'accepter. Tout le monde a une opinion et tout le monde défend son opinion. On est un groupe très ouvert, très transparent, très à l'écoute, et très bottom-up. Donc on a aussi très envie d'écouter tout le monde, de donner son opinion sur tout et n'importe quoi. Ce qui fait que ça peut avoir de grandes discussions avec beaucoup de gens impliqués. Et aussi, ce qui est parfois difficile, c'est une constante remise en cause des choix. Parce que j'ai une opinion différente. Parce que tout le monde est sélectionneur, comme. Voilà, exactement. C'est très exactement. Tout le monde est sélectionneur. Donc d'où encore la nécessité d'une clarté limpide de la vision
pour que tout le monde comprenne, pour que tout le monde soit embarqué et le plus large possible, quoi. Donc je pense que ça c'est une force parce que quand tout le monde est d'accord avec la vision, ça offre une résilience de fou, hein. Tout ne dépend pas d'une personne, tout ne dépend pas de la capacité du COMEX de l'expliquer, mais tout le monde l'a compris en fait. Donc un vendeur peut l'expliquer aux stagiaires, comme un directeur de magasin peut l'expliquer à son staff. C'est beaucoup plus puissant, quoi. Mais ça demande un investissement initial assez élevé, quoi. Bon, d'autres choses, non, parce que tu parles pas il y a un nombre de références qui est quand même assez hallucinant, mais ça, c'est pas des éléments qui font la complexité. Je pense au nombre de pays, au nombre de marques, au nombre de points de vente, au nombre de références. La complexité, ouais, le nombre d'SKU nous a fait changer de dimension, hein. Ça, c'est sûr que. Vous en avez combien aujourd'hui? On travaillait à 40 000 SKU en first party, quoi, en retail classique. En passant en marketplace, maintenant, on doit être 5 millions, facile. Okay. Donc ça fait beaucoup. Donc ça se traite plus de la même manière. Ça chamboule encore, et là, je peux pas dire qu'on a digéré cette phase-là de la transfo, hein, parce que on a encore des pays qui n'ont pas la marketplace, on est encore en cours de déploiement. Nos vendeurs étaient habitués à maîtriser leurs rayons et à comprendre tous les produits qu'il y avait dans leurs rayons sur le bout des doigts. Maintenant, ils ont une marketplace en plus avec des centaines, voire des milliers de produits. Comment se sentent-ils capables de les vendre? Comment se sentent-ils capables de l'expliquer aux clients quand c'est un produit que t'as pas devant toi dans le magasin? Ça reste encore un challenge. Mais certains embrassent ça avec brio, c'est impressionnant. Donc, c'est fun de voir. Bon, canon. Quand on est en phase, je reste un peu sur cette phase initiale du projet qui m'intéresse, mais lorsque tu es en phase de réflexion sur cette stratégie omnicanal, c'est qui décide, entre guillemets, c'est la vision business et la tech est au service de cette vision, ou parfois la tech amène, challenge le business, et c'est aux gens de la tech d'expliquer qu'on peut faire ça, parce que quand tu es business, tu sais pas forcément ce que la tech permet, ou alors tu te benchmarks et tu te rends compte que, enfin voilà, les idées viennent de quelles équipes? En fait, des deux. Des deux. Ouais, c'est il y a eu plein d'idées. En fait, il y a plein de capacitations quelque part qui peuvent être données par la tech. De dire, vous savez, on peut faire ça. Et des fois, c'est des bonnes idées, des fois, on tape à côté. Et puis le business, évidemment, a plein d'idées concurrentielles. Même s'ils savent pas que ça existe ou que c'est faisable, mais c'est faisable. Ou des fois, on se fait une montagne ah non, ça c'est trop compliqué. En fait, c'est simple. Ou d'autres trucs qu'on pense être simples. Ça m'arrive souvent. Je dis, la techno n'a pas de bon sens, quoi. Elle va pas se deviner d'elle-même. Ça reste des choses qu'on programme. Des fois, ça paraît simple, mais c'est très compliqué d'un point de vue technologique. C'est pour ça qu'à la base, je voulais absolument une direction à deux, parce que c'est dans les échanges qu'on va trouver le meilleur chemin. Il y en a pas un qui est au service de l'autre. Et même si la vague de transformation digitale est un peu venue de la techno, parce que c'était le product, c'était l'agile, et puis c'est toutes ces boîtes qui se sont montées, Airbnb, Amazon, Uber et compagnie, elles ont été flaguées comme des boîtes de techno à l'époque. Mais ça, c'est pas des boîtes de techno en soi. Je veux dire, c'est pas Google, c'est des boîtes de business qui ont embrassé la technologie pleinement. Dès le départ, oui, qui l'ont co-créé avec la tech. Co-créé avec la tech. Et donc, je pense que il y a plus que comme ça, en fait, qu'une grosse boîte peut fonctionner, parce qu'il y a de la tech partout. Donc, on est extrêmement interdépendant avec le business. Et aujourd'hui, je vais prendre un exemple. Je suis très, très fier du moteur de fidélité qui a été construit dans notre boîte. Et on a des business qui arrivent à l'utiliser de manière créative super intelligente. Donc, ce qui était peut-être même pas pensé à la base par les mecs de la tech. Mais ils ont construit une sorte de boîte à outils capable de faire des trucs. Et en face, on a la créativité du business qui sait l'utiliser. Voilà, quand t'arrives à après, tu l'amplifies en interne pour essayer de montrer. C'est génial. Et puis, une fois que t'es arrivé à ce stade-là de créativité, viennent fleurir les nouvelles idées pour dire, et si ton moteur, il faisait ça? Et puis, tu tires vers le haut aussi toute leur gamme. Voilà, ouais. Donc non, c'est fun. Deux grands personas, B2C, B2B, une archi propre à chacun. Non, beaucoup de composants de l'architecture sont partagés. Ouais. Okay. Mais une expérience propre à chacun. Et tu dirais quoi comme pourcentage d'éléments communs? La moitié. La moitié. 190 composants au total, c'est ça? Ouais. Si on parle du déploiement,
entre je privilégie tel pays, ou je privilégie tel métier, ou je privilégie je sais pas quoi, le retour sur investissement de la feature. Comment est-ce qu'on construit un plan de déploiement aussi conséquent que celui-là? Alors ça a été un bon casse-tête, à essayer de trouver Et d'ailleurs, tu déploies quand t'es prêt, ou tu t'attends pas d'être prêt pour déployer? Ça aussi, tu vois, le rythme et stratégie de déploiement, quoi. Alors être prêt, c'est quoi? Ouais. C'était une belle grande question. Certains disent que quand t'es prêt, t'es en retard, mais je sais voilà. pas si c'est... En fait, je pense qu'on n'est jamais prêt. Ouais. Parce qu'il manque toujours quelque chose. Donc, pour moi, t'es prêt quand le niveau de régression est acceptable pour vivre au quotidien. Okay. Donc, tu peux pas être 100%, couvrir fonctionnellement 100% des choses. Et très souvent, d'ailleurs, on se focalise sur ce qu'on a perdu ou ce qui manque, et on a tendance à oublier les nouveaux trucs qui sont amenés par les produits. Donc, il faut faire un petit peu son deuil. Et moi, quand on est à 80% de couverture fonctionnelle, je suis prêt à y aller, quoi. Après, la question de tout faire dans un pays, s'est posée. Mais dans le passé, on a vu dans notre groupe, dans diverses programmes de transfo où ça s'était pas bien passé, justement, à faire tout dans un pays. Tu mets un peu tous tes œufs dans le même panier quand tu fais ça. C'est-à-dire qu'il te faut non seulement un commitment du COMEX et de la construction digitale, mais un commitment du pays à se transformer massivement, intégralement. Là, tu secoues bien le pays en plus. Ouais. Hein. Et en fait, sur une transformation qui ne peut pas être en un an, quoi, sur toutes les verticales de tous les métiers, tu demandes trop à un pays. C'est trop violent, en fait. C'est plus intéressant de maîtriser ton architecture et tes building blocks et de les dispatcher petit à petit dans chaque pays. C'est ce qu'on a fait au départ. Donc, en gros, pendant presque 3 ans et demi, on a déployé de la supply chain en Italie, du retail en Espagne, toute la partie web en France, avec un rationnel qui est plutôt autour de qui a vraiment le besoin en premier, qui est le plus moteur, à qui on va enlever le plus gros pain point, ou qui a un concurrent vraiment sur lequel on doit se battre, mais en n'oubliant pas le North Star et l'architecture. Ce qui fait qu'en sachant pertinemment les dettes ou les micro-dettes que tu contractes quand tu fais ça, et quand est-ce que tu vas rejoindre toutes les pièces du puzzle. Et aujourd'hui, on est là maintenant. Donc, tu as des équipes qui poussent, qui cochent, telle et telle feature est déployée, l'autre... Voilà, okay. Et en fait, tu pilotes ça, et en fait, aujourd'hui, on est à... Ça dépend des pays, mais 60% de couverture fonctionnelle. On a fait 90% du build, on va dire, mais on a 60% de déploiement. Et surtout, l'intérêt, c'est que tu délivres continuellement. En fait, il n'y a pas un effet traumatique d'une énorme transfo, mais il y a un effet cyclique, agile, de délivrance continue, ce qui fait que tu mentalises l'entreprise dans un mindset agile, en fait. Puisque, oui, tous les jours, il y a des nouveaux outils qui arrivent. Un jour, ça va être de la supply, le lendemain, ça va être ça. Mais comme tout est en cohérence et que ça améliore constamment le système, tout le monde est content sans que ce soit traumatique. Et donc, en tout cas, c'est le chemin qu'on a choisi et pour l'instant, ça se déroule. Et là aussi, les modules, en tout cas, ou les apps sont déployés de manière un peu, pas aléatoire, mais il n'y a pas module A, module B dans tous les groupes, ou module C, c'est... Il y a quand même des building blocks cohérents, tu peux pas changer des bouts, des trop petits bouts, sinon tu te retrouves à faire des dizaines d'interfaces temporaires pour rien, donc on a fait ce qu'on appelait des subsets, donc une série de products qui doivent venir ensemble, sinon les mettre individuellement, ça serait trop compliqué. Mais tu dois t'adapter à chaque pays. Et puis après, t'as le momentum de chaque pays. T'as des pays qui ont, avec l'économie qui marche, d'autres qui marchent moins bien, qui ont des budgets ou pas de budget, qui sont en difficulté stratégique ou pas, avec des bons leaders ou pas. Enfin, donc, l'avantage d'une architecture modulaire, c'est justement un déploiement modulaire. Ça sert à rien de faire une architecture microservice ou modulaire pour déployer en cycle en V, violent et monobloc, quoi. Donc, il faut que ce soit cohérent avec le reste de la strate. Bon, et vous en êtes donc à 60%, et il a commencé quand ce déploiement? Les transformations des premiers blocs, on peut dire que c'est de 2020. Et le roadmap projet ressemble à quoi, là? Vous avez quoi encore? On a encore pour 2 à 3 ans. Bon, ok. Et tu peux me donner quelques chiffres qui permettent de mesurer un peu le chemin parcouru? Je sais pas, tu parlais de 5 millions d'SKU tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a d'autres éléments comme ça qui sont des éléments où tu te dis, on est en train de faire un truc un peu costaud, un peu gros, qui peut même t'impressionner toi? Ah oui,
on s'anime énormément avec les KPI Accelerate du bouquin. Du bouquin de la méthode, ça c'est ce que vous suivez comme méthode. méthode. En termes techno, c'est pour la partie technologique, c'est ce qu'on suit. J'avais vachement bien aimé ce bouquin. Il était très explicite sur la manière systémique de construire ces KPI et pourquoi c'était in fine ces 4-là qui reflétaient le mieux la transfo digitale. Et c'est les quoi les 4? Tu pourrais nous les résumer? Globalement, t'as le frequency time, donc le deployment frequency, donc combien de fois tu déploies, le temps moyen de restauration en cas d'erreur, le taux d'erreur par mise en prod, et voilà, Leon Murphy, j'ai oublié le dernier.